Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision BF1, merci. Merci de nous recevoir chez vous une fois de plus à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçon de vie. Leçon de vie qui est une émission qui va à la rencontre de personnalités ayant marqué leur environnement tant social que professionnel. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Je n'en dirai pas plus parce que la Bio Express vous permettra de le découvrir davantage. Suivons. Il est l'une des grandes figures de la révolution politique au Burkina Faso. Tientega Mengnere Fidèle a été l'un des plus fidèles compagnons du capitaine Thomas Sankara, dont il contribuait à la rédaction des discours et à l'organisation de ses audiences, aussi bien au plan national qu'international. Natif de Batono, commune de Samba dans le Passoré, Fidèle Tientega a été dès 1984 conseiller diplomatique à la présidence du Faso. Nous sommes là sous le Conseil national de la révolution CNR. En 1985, il devient chef du département affaires politiques à la présidence du Faso. 3 années plus tard, il intègre la direction des études et de la planification au ministère des Transports avant de rejoindre le Haut Commissariat aux réfugiés HCR en tant que coordonnateur du programme d'assistance aux réfugiés Touareg entre 1995 et 1997. Fidèle Tientega sera ensuite à la tête de l'imprimerie Graphipresse jusqu'en l'an 2000, puis est nommé ministre de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. Il y reste jusqu'en 2021 et retourne au ministère des Transports de 2002 à 2007 avant d'intégrer l'Assemblée nationale du Burkina en tant que député jusqu'en 2012. Entre 2012 et 2013, il est le directeur de cabinet du chef de file de l'opposition. De 2013 à 2014, il est chargé de mission du ministre des Transports et jusqu'en 2016, conseiller technique dans ce ministère. La vie professionnelle de Tientega Mengnere Fidèle, c'est aussi le Centre de contrôle des véhicules automobiles, la CCVA, dont il a été le président du conseil d'administration entre 1992 et 1996. Monsieur Tientega a également été président du conseil d'administration de la délégation des activités aéronautiques nationales. À l'image de sa vie professionnelle, la vie scolaire de Fidèle Tientega a également été très riche. Après son école primaire à Touisson, c'est le lycée Philippe Zenda Kaboré qui l'accueille jusqu'à l'obtention de son baccalauréat série A4 en 1976. Il passera par les universités du Bénin et du Togo pour une licence en lettres et un DEUG en droit. L'université de Saarbrücken en Allemagne accueillera Fidèle Tientega entre 1980 et 1981 pour une maîtrise de germanistique. De 1981 à 1983, c'est l'École nationale d'administration de Ouagadougou qui accueille le jeune Fidèle Tientega, mais cela ne saurait lui suffire. Entre 1993 et 1994, il étudie les transports en Belgique au sein de l'Institut international de formation de Namur et tout ceci lui vaut la riche carrière qu'il a eue. Notons que Fidèle Tientega parle français, anglais et allemand. Il a été fait commandeur de l'Ordre national du Burkina. Marié et père de 6 enfants, Mengnere Fidèle Tientega est passionné de poésie et de chasse. Administrateur civil à la retraite, il est plus souvent occupé dans sa ferme au village qu'à Ouagadougou. Fort heureusement, il a accepté de quitter sa paisible ferme aujourd'hui afin de partager avec nous ses leçons de vie. Bonsoir, monsieur Tientega. Bonsoir. Eh bien, merci de nous recevoir dans le cadre de cette émission pour éplucher les pages de votre vie. Mengnere Fidèle Tientega. C'est quoi l'histoire derrière le nom Mengnere, le nom Fidèle, le nom Tientega? Que peut-on en savoir? Eh bien, Mengnere, c'est mon prénom donné par mes parents à ma naissance, qui est Menga en moré. Vous connaissez, c'est soi-même. Et Nere, c'est ce qui est beau, ce qui est bien. Alors, mon père m'explique qu'il a été la cheville ouvrière de la situation de son propre père. Il était un grand travailleur. Et puis, il s'est marié, il a commencé à avoir des enfants. Il a voulu avoir son propre champ. Parce que vous savez qu'au village, c'est le chef de famille qui donne le Nassongo à la famille. Et quand vous êtes marié, vous devenez polygame et vous attendez de votre père encore qu'il donne à ses femmes et à vos femmes, ça devient compliqué. Il y a des petites frictions. Et quand il s'est séparé, son père n'était pas content de ça. Il l'a privé de Nassongo. Il a fallu qu'il crapahutte, comme on dit, pour passer la saison.
Et à ma naissance, il a dit, bon, il vaut mieux chercher son propre bien que le bien collectif parce que, voilà, vous le payez cher. Donc, c'était D'où le prénom. C'était un peu la devise du père Voilà. que vous portez. Mengnere, c'est ça. Et Fidèle, bon, c'est, j'allais dire, c'est à ma majorité. C'est un prénom qui faisait moderne, mais qui avait un sens aussi que je voulais incarner. La fidélité à soi, à ses idéaux et à ses engagements. Et donc, voilà, je porte avec fierté ce prénom de Fidèle. J'avais voulu à un moment donné d'ailleurs le venir simplement et strictement à Mengnere, mais je me suis dit que Fidèle aussi c'est quand même porteur de message. Je l'ai gardé. Et Kietga? Kietga, c'est le patronyme des forgerons. D'accord. Quand vous entendez Kietga, il semblerait que ça vient de le feu qui frissote, qui fait le fer et qui fait kiet. Okay. Voilà, c'est le feu, Kietga. Quand vous entendez Kietga, c'est des forgerons avec les Bamogo, avec beaucoup d'autres. Voilà, Kindo, dans le Yatenga. Nous sommes forgerons. Vous avez été conseiller diplomatique du feu président Thomas Sankara, de 83 à 87. Alors, que retenez-vous de cette expérience? Beaucoup de choses à retenir. Ça passerait toute une journée à en parler que je n'y parviendrai pas. Mais globalement, j'ai appris plus avec lui que je ne lui ai appris parce que je suis arrivé très jeune. Il l'était aussi d'ailleurs, un peu plus âgé que nous. Et de par ma formation, j'ai eu à gérer au niveau de la présidence ce qui devait revenir exclusivement au ministère des Affaires étrangères et qui a valu d'ailleurs d'autres frictions avec le ministère des Affaires étrangères qui estimait que nous marchions sur leur plate-bande, si on peut dire ça ainsi. Ce qui n'était pas faux, mais j'avais toujours considéré que c'est une bagarre juste, mais indue. Parce que il fallait mieux en parler au président que de s'en prendre à la personne qui joue ce rôle. Alors, du point de vue expérience, c'est être au quotidien avec le président, à toutes ses audiences, à tous ses voyages, aux préparations de ses interventions, où une fois de plus, je dirais que j'ai plus appris avec lui que je n'en ai donné parce que nous venions tout juste de sortir des formations avec des connaissances livresques et ce n'était pas ça la vie active. Donc à côté du président Thomas Sankara, j'avais beaucoup appris. On le dit têtu. Est-ce qu'il écoutait ses conseillers, en particulier vous? Est-ce que vous avez déjà donné des conseils qu'il a pris en compte? Merci de me donner l'occasion de revenir sur ce point parce que il n'était pas têtu. Il était convaincu. C'était un homme de conviction et on le sentait, mais qui avait cette capacité unique d'écoute. Et les petites gens que nous étions à côté de lui le convainquions facilement par nos arguments lorsqu'il estimait que c'était juste. Je donne toujours l'exemple de cette dame au commissaire du Kuritenga, quand en conférence publique à la Maison du Peuple, il a décidé qu'on construise 10 villas dans chaque chef-lieu de province pour faire un peu mieux capacité d'accueil dans les provinces. Et la dame dit non, moi je n'en construirai pas 10 chez moi. Elle s'appelle Pitropa Germaine. J'en construirai une dans chaque chef-lieu de commune, de département à l'époque, parce que Kupela c'est déjà assez bien nanti. Il a dit soit. Alors que d'autres qui sont à des niveaux donnés à côté de lui disent qu'ils n'écoutent pas, on est surpris. Il fallait, pour étouffer son chat, il paraît qu'il faut mettre coller des plumes d'oiseaux à sa bouche. C'est ça tout ce qu'on disait de Thomas Sankara. Et j'en connais plein d'autres exemples où il a écouté des gens et il a dit « Ok, on va pour ça ». Tenez-vous bien, lorsque au début de la Révolution, on a décidé d'abaisser le niveau de vie de l'État,
pour donner un peu plus d'action qui ferait du bien pour les populations, laissant tomber les grosses limousines pour prendre des petites Renault 4, 5. Certains avaient suggéré que l'on récupère également les Mercedes dans les ambassades et qu'on vende même certaines résidences et qu'ils louent des petits coins. Et je me souviens que quelqu'un a levé le doigt dans la foule et dire non, camarade président, je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Si vous voulez vendre vos possessions à Paris, il viendra tout de suite des gens qui vont débarquer avec leurs mallettes pleines d'argent et vous dire c'est à quel prix vous vendez. Ils sont preneurs. Mais si vous vendez, vous reculez. Et c'est connu au plan international lorsque vous cédez ce genre de choses qui sont une partie de notre territoire, vous reculez. Il a dit on n'en discute plus, je suis avec vous. De même que pour les voitures des ambassadeurs, le monsieur lui dit si vous décidez de retirer les Mercedes pour les mettre dans des Renault 5 et qu'il est assis avec le chauffeur comme vous, vous le mettez mal à l'aise vis-à-vis de ses collègues. N'oubliez pas que nous vivons notre révolution ici, à Paris ou à New York, c'est un autre milieu. Il a dit soit on les laisse avec leur voiture. Vous imaginez. Et donc c'était quelqu'un qui, tout de suite, quand il trouve qu'une idée est bonne, je donne l'exemple, M. Charles Bila Kaboré, qui est le père de l'ex-président Roch, était secrétaire général de la présidence quand Thomas Sankara est arrivé. Et il montait toujours derrière sa voiture, à droite, dans le sens de la marche du véhicule. Il s'est trouvé des gens pour dire à une réunion de cabinet, c'est pas normal que le président soit assis à côté de son chauffeur et que son secrétaire général, ça dénote, soit derrière à droite dans le marche du véhicule. Il a demandé si c'était ça seulement le sujet. On dit oui. Il dit laissez M. Kaboré derrière. Quand il va monter dans une bâche, on verra bien s'il sera derrière à droite dans le sens de la marche du véhicule. Voilà qui était Thomas Sankara. C'est-à-dire aller tout droit au but et le sens de la concision, de la précision et de l'objectivité. Alors, qui dit révolution dit remise en cause de l'ordre établi. Et j'imagine à l'époque que sur le plan diplomatique, ça devait être assez chaud. Oui. Alors, une anecdote, une situation que vous avez dû gérer, qui était assez préoccupante, que vous avez dû gérer. Oui. Par exemple, la présentation des lettres de créance. C'était toujours dans des salons feutrés. Et Thomas Sankara choisit d'aller en campagne. Et lorsque nous recevions, je crois, des ambassadeurs, je ne sais plus, mais il me revient en tête l'ambassadeur du Nigeria. C'était à Boutenga, sur la route de Zorgo, à droite, après Goncé, après juste avant le grand tournant, la jonction de la route des Ignarés, sous les Caïcédras, en bas. Et il dit à l'ambassadeur du Nigeria, écoutez, voilà, ce village a besoin d'une école. Nous sommes dans des salons, nous parlons de diplomatie, loin des salles, des foules d'honte que nous sommes censés représenter. Vous allez, le Nigeria est un géant parmi nous, même si nous regardons dehors comme avec d'autres que c'est un pays sous-développé. Donc vous allez avoir la charge de faire bâtir une école dans ce village. Et quelque temps après, l'ambassadeur du Nigeria m'appelle pour dire, bon, il en a parlé avec le président, qui a dit, ok, on va construire une école. Et cette école de Boutenga, quand vous passez à droite sous les arbres, vous regardez, vous voyez l'école, avec un forage, avec des logements. Et puis il lui dit, vous allez bâtir une voie. Nous avons une voie de Gaulle. On va vous donner, vous allez mettre le nom de Tafawa Balewa ou Azikiwe, comme vous voulez. Et vous êtes producteur de pétrole. Nous commençons la coopération avec le Nigeria par là. Et quelque temps après, l'ambassadeur me dit oui, ils sont d'accord, mais ils disent il faut qu'ils amènent le goudron. Depuis le Nigeria, on ne va pas acheter parce qu'ils sont producteurs. Et nous avons accueilli les camions qui sont venus du Nigeria avec le goudron. Et c'est ce goudron qui est l'avenue Babangida, que vous connaissez, qui devait même déboucher sur la circulaire. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Une autre anecdote,
on a trouvé sur la table une commande de véhicules pour les ministères parce que les limousines étaient vieillissantes et pour les présidents d'institutions. Et Tom 5, comme nous l'appelions, me fait dire à l'ambassadeur d'Allemagne, nous ne pouvons pas honorer cette commande. Parce que on veut réduire le train de vie de l'État. Nous allons prendre des petites voitures pour être avec le peuple, sinon même des motocyclettes. Et donc, nous décommandons. L'ambassadeur me dit, il faut lui dire que ce n'est pas une bonne idée, parce que la commande étant faite, il sait que les constructeurs allemands vont s'adresser aux tribunaux pour rentrer, parce que c'est vous qui prenez l'initiative de la rupture, et donc ça sera à votre charge. Donc les commandes avaient été faites à son insu. À son insu, oui. En fait, ce n'est pas à son insu, c'est avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive, ok. Voilà. Et il me dit, bon, mais dans ces conditions, dites-lui qu'on garde le montant de la commande, mais en lieu et place des limousines, donnez-nous des véhicules, des unimogues, des véhicules de travaux, pour que nous mettions notre peuple au travail. On ne va pas commander des limousines. Et l'ambassadeur qui reprend contact avec son pays est venu me dire qu'il veut voir le président lui-même. Parce qu'il était très fier de venir lui dire que son pays est surpris que le président renonce à des limousines pour prendre des véhicules de travaux. Et il est venu lui dire ça lui-même. Et en disant que l'Allemagne augmente à sa charge pour nous permettre d'avoir un peu plus, les véhicules étant plus chers que les limousines que nous commandions. Ces genres d'anecdotes, on n'en finit pas. Avec le même ambassadeur d'Allemagne qui s'appelait M. Geyer, qui veut dire d'ailleurs vautour en allemand. Okay. Il vient... Comme on ne veut pas nous gêner pour garder nos noms botaniques ou traditionnels. Exactement. Alors, Monsieur Lecoq, Monsieur le... Qui ont parfois plus de sens. Alors, l'ambassadeur vient lui dire, je voudrais rentrer en Allemagne parce que mon épouse doit accoucher dans peu de temps et elle doit accoucher en Allemagne. Et donc, je l'accompagne et je reviens, je ne peux pas partir sans vous dire. Et devant moi, le président lui dit, écoutez, dites à votre épouse d'accoucher ici. Nous avons de meilleures sages-femmes que les vôtres. Et même si du point de vue technique, elles ne sont pas meilleures, du point de vue pratique, elles ont plus de pratique, elles accouchent tous les jours. Et vos femmes là-bas, avec la rareté des naissances, c'est un événement que de voir une femme accoucher. Donc, elles ont du métier ici et dans des conditions d'équipement, d'hygiène, etc. qu'on connaît. Dites à votre femme d'accoucher ici. Votre billet d'avion aller-retour en Allemagne, en classe affaires et des frais de séjour peuvent construire un hôpital où des femmes vont accoucher dans de meilleures conditions chez nous. 2 jours ou 3 jours après, l'ambassadeur revient avec son épouse et veut voir le président. Et l'épouse était tellement émue qu'elle était pratiquement aux larmes. Elle prend la parole dans son français approximatif pour dire au président, Monsieur le Président, j'ai décidé d'accoucher ici. Vous savez, je ne suis pas allemande d'origine, je suis brésilienne d'origine. Et j'ai connu la pauvreté. Et ce que vous avez dit m'a touché. J'ai décidé d'accoucher ici et j'exigerai que mon pays mette les frais qui devaient nous servir pour aller et pour accoucher en Allemagne à la disposition de votre pays pour que vous construisiez cet hôpital quelque part. Et je sais qu'il avait décidé de construire ça dans le pays gourmand. Je ne me rappelle plus le nom de la localité. Et à l'accouchement, nous avons été, il m'a envoyé, nous avons préparé les gens au niveau de la clinique, maternité de l'hôpital Yalgado, où elle est partie accoucher. Il est allé lui rendre visite et il a donné le prénom Zodo, qui veut dire amitié en langue morée, au fils qui est né. Okay. Et les frais de voyage, effectivement, ont été mis à notre disposition, mais l'hôpital Yalgado a dit non, nous allons nous emparer pour améliorer, parce que c'est le plus grand centre hospitalier du pays où il y a plus d'accouchements. Et donc, voilà des anecdotes, et j'en ai tout plein d'autres avec le président Thomas Sankara. De 1995 à 1987, vous avez été coordonnateur du programme d'aide du HCR aux réfugiés Touareg. De 2000 à 2001, vous serez ministre de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. Alors,
Parlez-nous de votre expérience à la tête de ces différentes organisations. Au HCR, c'est une annonce de recrutement auquel j'ai postulé, parce que vous savez qu'après le 15 octobre 1987, j'ai été chassé de la présidence. Ce n'est pas Thomas Sankara qui m'a appelé à la présidence. J'ai été affecté à la fin de ma formation comme agent de la présidence. Donc, on m'a dit de choisir un autre ministère, mais plus à la présidence. Et je suis allé au ministère des Transports. Et c'est pendant ce temps que j'ai vu l'annonce, job announcement, pour le recrutement d'un coordonnateur national d'assistance aux réfugiés touaregs nigériens et maliens qui étaient ici. Et j'ai été recruté. Et ça a été un boulot tout plein d'expérience, tout plein d'exigences, de mobilité, de voyages fréquents au Mali, assistance des réfugiés à Gandafabou, un peu partout dans le pays, au Burkina Faso où ils étaient, à Ferelio, à Fadar, à Rafnaman, j'ai encore les noms. Il y avait déjà autant de réfugiés. Il y avait déjà autant de réfugiés. Okay. Et auxquels j'ai souvent parlé pour leur dire vous allez mettre en danger l'avenir de vos fils que de vous engager, parce qu'on sentait déjà les prémices de ces rébellions-là en ce moment. Ils le disaient même souvent. Certains se taisaient, mais les plus jeunes, dès qu'ils ont l'occasion, ils nous disaient nous allons couper une partie du Mali, une partie du Burkina et du Niger et faire notre pays. On me l'a dit à Tintabaraden au Niger, et je suis venu, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres en disant que soyez sûrs que quand les enfants en parlent de cette façon, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont venir. Et aussi bien au Burkina, à Déou, qu'au Mali, à Sévaré, un peu partout, je leur ai dit ne vous engagez pas sur cette voie. Un langage de vérité. Et beaucoup ont compris, mais vous savez, quand vous êtes engagé, trop engagé, et quand surtout il y a des gens qui sont derrière pour instrumentaliser des gens de peu de niveau, etc., ça aboutit à là où nous sommes arrivés. Et ça a été un boulot où j'ai vu beaucoup de choses, même des tentatives de corruption. Vous savez, quand vous allez prendre 8000 tonnes de riz au port de Lomé ou de Cotonou, on fait monter les camions à vide qu'on pèse et on les repèse à leur sortie. Donc 8000 tonnes. Mais quand vous arrivez ici, c'est par sac maintenant que l'on stocke. Et donc un sac étant censé peser 50 kilos, alors qu'en réalité c'est 45 combien de kilos, on compte le nombre de sacs et le surplus, les gens se l'approprient. Okay. Et des gens ont fait des fortunes sur ça. On a tenté plusieurs fois de me dire, bon, voilà ce qu'il y a. Je dis non, je ne peux pas prendre. Ils disent non, mais vous ne pouvez pas remettre en cause le mode de calcul. Je dis je ne le mets pas en cause, mais moi je n'y entre pas. Faites comme vous voulez. Je connais des gens qui ont construit beaucoup de choses là-dessus. Et des chauffeurs qui me véhiculaient me disaient vous ne serez jamais riche. Je dis si c'est cela, c'est pas pour rien que d'avoir été à côté de Thomas Sankara toutes ces années et d'être fier d'avoir été avec lui. Alors, plus tard, ministre de l'Enseignement, vous savez que en 1998, il y a eu l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui était un ami, un compagnon à moi. Et j'étais parmi les 3 ou 4 premières personnes à être sur les lieux après Sapui, le lendemain de son assassinat, et d'aller voir le véhicule calciné, de regarder son corps, enfin, ce qu'il en restait. Et quand nous avons fait venir les cercueils, j'ai réclamé de ramasser ses ossements et de mettre dans son cercueil en tant qu'ami. Et j'avais tous les doigts tout souillés de cendres. Il n'y avait que la tête qui ne s'est pas effritée que j'ai pu poser dans le cercueil et les os des fémurs et consorts qui n'étaient pas effrités.
Le reste, il fallait ramasser comme ça et mettre dans le cercueil. Et donc, le pays a connu l'explosion que nous avons suivie jusqu'à ce que l'institution du Collège des Sages passe sous silence tout ce qu'il y a eu comme chose auparavant. Et le Collège des Sages a fait la recommandation d'ouvrir le gouvernement à l'opposition. Et c'est à ce titre que j'ai été appelé, non pas pour avoir rejoint, comme beaucoup de gens me le disaient après, rejoindre le pouvoir, mais en tant qu'opposant. Et quand j'ai senti d'ailleurs que j'ai fait fausse route, je l'avoue, j'ai cru en quelque chose, mais Blaise voulait que la situation se calme et puis vous retournez vous opposer. Et ils ont vite fait de nous dire merci. Et beaucoup de gens m'ont dit non, vous ne partez pas, restez, faites ceci, faites cela. J'ai dit non, je suis venu, je ne peux pas trahir l'opposition. Et c'est à ce titre que je suis parti. L'expérience au niveau du ministère, ça a été une expérience enrichissante pour nous. J'en ai tiré beaucoup. En une année, quels sont les défis, les challenges que vous avez pu relever? Je suis presque sûr d'ailleurs que je n'ai pas été mis au ministère de l'enseignement de base pour rien. C'était le ministère le plus bouillonnant, où il y avait des syndicats pas faciles à gérer. Et donc, c'était l'un des plus difficiles. Mais tout de suite, les syndicats, nous leur avons parlé, nous nous sommes parlé en langage de vérité. Et ils ne m'ont créé aucun problème pendant une année et demie à peu près où je suis resté à ce ministère. Alors, par la suite, vous serez député à l'Assemblée nationale? Oui, en tant que député sankariste. C'est ça. J'ai été le fondateur du Front des forces sociales, FFS, dont j'ai été le président. Et puis, j'ai cédé la présidence à un de mes camarades. Et nous avons fusionné avec d'autres, dont l'UNIR, avec Maître Benouende Sankara. Et c'est au titre de ce parti que j'ai été élu député en 2007. Okay. Après, vous occuperez le poste de directeur de cabinet du chef de file de l'opposition. Oui, Maître Benouende Sankara, qui est arrivé chef de file de l'opposition, m'a demandé d'être son directeur de cabinet. Je l'ai accepté avec engagement, avec enthousiasme. Je crois qu'on a fait du bon boulot à ce poste-là aussi. Nous faisons un tour à la régie pour suivre une vidéo. Il est fidèle en amitié. Dès qu'il vous connaît, effectivement, il est avec vous. Même quand il était ministre, il a toujours été naturel avec les gens. Il n'a pas changé du tout. Il est resté vraiment modeste. Et ça, c'est bon, une de ses qualités. Et également, vous savez que c'est quelqu'un d'intègre. Quand le Nord était vraiment encore pacifique et qu'on n'avait pas ces problèmes de sécurité, c'est quelqu'un qui pouvait quitter avec les amis et il partait donc à la chasse. C'est ça qui était notre divergence, parce que moi, je ne peux pas participer à ces battues nocturnes et au niveau de la forêt. Et bon, c'est donc cet aspect des choses que je vois qui est vraiment manifeste. Et pendant longtemps, Fidèle pouvait partir donc du vendredi pour revenir au lundi, uniquement donc dans la nature, dans la brousse. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime cette activité. Fidèle Kedga est avant tout, pour moi, un intellectuel, comme il est rare d'en trouver au Burkina. Il y a des gens cultivés, c'est vrai, mais il fait partie de ceux qui ont une très, très, très grande connaissance du monde. Et non seulement une connaissance académique, j'allais dire, mais aussi une connaissance sociale, historique. Et au-delà de ça, je pense qu'il a une sensibilité
dans beaucoup de domaines qu'il est bon de relever. C'est surtout un homme passionné, sincère, fidèle aussi comme son nom l'indique. Et ce sont des qualités qui sont assez rares de nos jours. Un mot sur ces témoignages? Ce sont des amis, je crois qu'ils sont sincères. Ce qu'ils disent j'en suis touché, ému. Ce d'autant plus que ils vous le diront eux-mêmes, nous ne sommes pas comment dirais-je, des camarades politiques. Nous sommes divergents sur le plan politique. Et nous l'avons toujours été, nous l'avons toujours assumé. Ça n'empêche pas de sociabiliser. Cela ne nous a pas empêché d'être de bons amis et de le rester jusqu'aujourd'hui. On choisit son ami. On ne choisit pas son frère, on est avec. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager un certain nombre de choses. Et au village, on nous dit que l'amitié, c'est comme un joli objet en terre qu'il faut entretenir. Si vous le laissez tomber, il se brise. Et je garde de ce qu'ils disent cette amitié-là. Intègre, bon, j'ai essayé comme j'ai pu. Fidèle, je crois aussi que porter ce nom et ne pas l'être, vaut mieux y renoncer. Donc, merci pour ce témoignage. Ce sont deux amis. Le premier est actuellement au Canada. Il vit là-bas. Ok. Vous avez été au pouvoir sous le CNR. Oui. Plus tard, vous avez été dans l'opposition. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'analyse quand on est aux affaires et quand on est de l'autre côté? Ah oui, naturellement, pour tous les jeunes aujourd'hui, nous savons ce que c'est que les artifices du pouvoir, la frénésie aussi de beaucoup à graviter autour du pouvoir. Vous avez beaucoup d'amis, entre griffes, quand vous êtes au pouvoir. Et dès que nous avons passé le 15 octobre 87, j'ai vu tout se dépeupler autour de moi, sauf quelques-uns qui sont restés. Et même venir à mon domicile après le 15 octobre 87, j'ai été surpris de voir que l'un des premiers, c'était le vieux Kanazoué Oumarou, qui a été un père pour moi, et qui est venu me proposer de me faire quitter le pays, parce qu'il était sûr et certain qu'on va me tuer. J'ai fini par lui demander, mais vous avez ça de quelqu'un ou bien qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il dit, mais toi aussi, il faut quitter. Le peureux, c'est sa maison qui se construit. Le brave, Thomas, tu étais avec Thomas, qui est mort de cette façon, tu n'es rien, on va te tuer, je sais. Je dis, mais est-ce que c'est de Blaise que vous tenez ça? Il dit non, je peux vous faire sortir du pays, de vous mettre dans un petit avion, vous déposer à Niamey ou à Abidjan, et tout va finir un jour, mais épargnez votre vie en partant. Puis d'autres personnes sont venues, mais la plupart de ceux qui mangeaient et qui buvaient avec moi, enfin, il n'y avait pas beaucoup de choses à manger, à boire, mais la plupart, le peu qu'il y avait, la plupart se sont dissipés. Et même des gens que j'ai fait nommer ministre par Thomas Sankara, quand il me voyait, il baissait le regard et puis il traversait la route. J'ai compris ce que c'est. Et donc, à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, si je puis dire quelque chose, c'est de savoir faire le tri entre ceux qui font la danse du ventre autour du pouvoir et qui sont nombreux et qui sont peut-être les plus subtils à vous montrer ce que vous êtes, à vous montrer comment ils peuvent vous servir, et ceux qui sont honnêtes, qui sont droits et qui peuvent véritablement servir. Et les premiers sont d'ailleurs prompts à vous pousser à des excès et à vous mentir, parce que c'est par ce mensonge que l'on peut se faire valoir, que l'on peut mieux se vendre. Et donc,
du pouvoir, c'est ce que je retiens. Oui. Mais je retiens que si vous faites du mieux que vous pouvez pendant que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas besoin de battre campagne. Les gens vous réclameront. Si celui qui vous succède vient faire mieux que vous, c'est vous qui baissez la tête. S'il fait moins bien, il vous valorise a posteriori. Je crois que ceux qui doivent gérer le pouvoir doivent avoir ça comme principe de base. Avant d'aller sur la prochaine rubrique, nous allons suivre un témoignage de l'un de vos amis. On l'appelait l'homme de tous les dangers parce qu'il n'avait peur de rien. Il se sentait, j'allais dire, tellement solide et capable de supporter tellement de choses que le jour que nous sommes allés, c'était la nuit, nous partions encore à nos randonnées. Et en partance, nous avons vu un lièvre. Et il m'a dit, bon, ben, voilà le lièvre. Est-ce que tu penses qu'on peut l'avoir? Je lui ai dit, mais bien sûr, à cette distance-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ce lièvre. Et quand on a tiré une fois, le lièvre a bougé. Et on s'est dit, mais le lièvre, comme il n'est pas allé loin, c'est sûr que on pourrait peut-être l'achever. Il me dit non, de ne pas l'achever, de laisser. Et que il va descendre et puis avec sa chaussure, il va l'achever, quoi. C'est pas la peine de perdre des cartouches pour ça. Alors, quand il est descendu, non seulement au moment où il allait achever le lièvre, il a disparu. Le lièvre a disparu. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de faire des jeux de phare, de tourner pour voir où est-ce qu'il était. Impossible de le voir. Il a fallu que je cherche une torche, que je marche tout doucement et que je me rende compte, puisque j'ai appelé le nom, je l'ai épelé et j'ai dit, mais il m'a répondu comme s'il était dans un autre monde. J'entendais à peine sa voix. Quand j'ai mis la torche et que je l'ai vu, il était dans un précipice c'est inimaginable. Alors, je lui ai demandé s'il avait un endroit, s'il avait une blessure. Il m'a dit non, je n'ai absolument rien. J'ai dit, mais tu vas sortir comment? Il m'a dit, mais tu sais que j'ai toujours une solution. Si je suis tombé ici et que je n'ai eu aucune fracture, c'est que je sais comment sortir de ce trou-là. À ce jour, vraiment, j'en ai gardé un souvenir inimaginable. Ouais. Parce qu'à cette distance, vous mourrez à coup sûr. Ouais. C'était d'une profondeur, mais vraiment inimaginable. Et c'était la nuit. Alors, cette anecdote, vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. Effectivement, il se réfrène, il ne dit pas tout. Il a tiré sur le lièvre, qui ne pouvait pratiquement pas bouger, mais qui n'était pas mort. Et comme il voulait ajouter, je dis, mais tu ne vas pas perdre des balles. Laisse-moi, je vais descendre le prendre. Je suis descendu, le lièvre s'est mis à courir, j'ai couru derrière, et paf, c'était effectivement un profond précipice. C'était la nuit, et nous nous sommes demandé, mais qui a creusé ça aussi profond? C'est peut-être un vieux puits, ou en tout cas quelque chose de pareil. Et il y avait des serpents, quand je suis tombé dedans, qui se sifflaient. Il paraît d'ailleurs que le serpent ne siffle pas, mais il frotte ses écailles. Mais nous disons chaque fois que le serpent siffle. Et donc, je ne pouvais pas sortir. Il a un peu exagéré. Il a fallu qu'il m'envoie une corde. Avec le véhicule, il a tiré. Et je me suis accroché à la corde pour ressortir. Et quand j'ai eu une fracture, il m'a dit, mais comment cet homme-là qui est solide a une petite chose de rien du tout, il se fracture la jambe. Mais c'est ça la vie. C'est un épisode dont je me rappelle très bien et qui anime souvent nos conversations, lui et moi. C'est mon voisin d'ailleurs, au niveau de la cité Antoine.
Et d'où vient votre passion? D'où cela vous vient, votre passion pour la chasse? C'est de mon père. Nous sommes forgerons, donc fabricants d'armes, les armes traditionnelles, dont il existe encore ceux de plusieurs siècles qui sont chez nous et que personne ne peut épauler pour tirer. On l'attachait à des arbres, on mettait la grenaille dedans et puis il y avait comment dirais-je, on chantait des choses sacrées et on faisait venir les buffles ou les éléphants juste au passage et quelqu'un tirait. Mais personne ne pouvait épauler parce que ça allait vous fracturer l'épaule. Et donc mon père m'a fait tirer sur des roussettes la première fois en juillet 71. J'étais en classe de 3e au lycée. Et c'est parti. Il a voulu me réfréner après, mais c'était déjà parti. En bien et en mal, je ne pouvais plus arrêter. Voilà. Mais justement, on dit, pour être bon chasseur, il faut être un bon mystique, forgeron mystique, chasseur. Voilà. Quand je prends ça, je suis sûr qu'il y a eu d'autres vont interpréter ça comme étant le signe de... Oui, bon. Mais mon père a toujours refusé que je rentre dans des pratiques mystiques pour chasser. Il m'a dit non. Ça, c'est bien, mais ça comporte d'autres choses. Il y a une autre dimension que je ne veux pas que tu gères. Il a toujours refusé. Il m'a dit, tu ne chasses pas pour vendre, c'est juste pour ton plaisir, pour donner à des amis, ne rentre pas dedans. Et donc, oui, c'est vrai ce qu'on dit, mais non, moi je n'ai pas été dans certaines pratiques mythiques ou mystiques pour chasser. Je chassais naturellement. J'étais bon tireur. À la formation militaire, j'étais parmi les meilleurs tireurs de ma formation. Et même ceux qui m'ont formé, bon, me disaient, ils ne tiraient pas mieux. Donc, c'est aller de pair. Être bon tireur, mon père l'était aussi. C'est peut-être de famille. Donc, c'est une sorte de management génétique. Voilà. Vous êtes marié et père de 6 enfants. Oui. Alors, que représente la famille pour vous? Je suis actuellement le doyen de ceux de mon village à Ouagadougou. Je crois que à l'âge où je suis, je dois être là pour les autres. D'abord pour la famille et pour la famille du Burkina, parce que c'est une grande famille. Ça donne un sens à la vie et de se dire à ce soir de la vie où je suis qu'on n'a pas vécu inutile, de voir que beaucoup de gens recherchent votre contact, recherchent vos avis et recherchent votre éclairage. La famille, c'est d'abord ça. Du point de vue nucléaire, bien sûr, ma femme, mes enfants, on est très attachés. Nous continuons de blaguer, les enfants et moi, comme on se tape, on se salue par le poing comme les jeunes le font. Ils m'appellent papy, certains me disent papy tout. Et ça, je crois que ça maintient. Et justement, comment vous faites la connaissance de votre femme, de votre épouse? Alors, je sais qu'Edgar était-il un bon dragueur ou... Je ne sais pas. Vous me direz, non. Nous sommes connus parce que je formais des gens de chez moi qui étaient scolarisés pour leur baccalauréat. J'enseignais aussi d'ailleurs dans le privé. J'enseignais au lycée Saint-Jean. J'ai enseigné au collège de la Volta à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle, et au lycée Newton, au CEPEC, je crois, j'ai enseigné. Et donc, ma femme était parmi des jeunes que j'ai encadrés et nous avons fait connaissance. Et voilà. D'accord. Avant justement la troisième rubrique, nous repartons à la régie pour suivre une vidéo. Avant tout, c'est un père de famille aussi. Voilà. Père de famille qui nous a inculqué beaucoup de valeurs. Voilà, des valeurs de probité, d'honnêteté. Et surtout, il nous a toujours dit la richesse, c'est pas une nécessité. Faut pas chercher à changer ici personnellement. Vaut mieux laisser une trace indélébile que, voilà, que de laisser une trace de riche par-ci qui a construit quoi par là. Non.
Enfin, ça a toujours été quelqu'un qui prône des valeurs d'humanité. Il faut dire que quand on était tout petit, en fait, on ne le voyait pas beaucoup. Parce qu'il était beaucoup en voyage. Ça, il faut que je le connaisse. Beaucoup en voyage, Bruxelles, l'Allemagne, les pays de la sous-région. Son travail, son travail a mené beaucoup à voyager. Au HCR à un moment donné, et puis au Catwell. Il a voyagé beaucoup. Mais sinon, quand il était là, c'était un père normal. Voilà. Facile à approcher. Tout le monde même sait ça. Très facile à approcher. Il aime donner des conseils. Il aime beaucoup ses enfants. Ça, c'est sûr. Il n'est pas de l'école rigoriste. Non, il n'était pas très rigoureux comme ça. Mais il était toujours regardant sur ce qu'on veut, ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mais il nous laissait toujours la liberté de s'exprimer, nos opinions. Lui et moi, on peut discuter pendant des heures de politique. Il est très cultivé. Donc, ça rejaillit sur moi. À l'école, on pose une question sur une ville à Varsovie. Moi, on me demande, mais comment tu fais pour... Alors que c'est des discussions sur moi et le papa qui ont rejailli sur moi. Sinon, un père aimant, toujours un maman en train de nous donner des conseils. Sur le plan scolaire, il n'était pas très serré. Il a laissé plutôt ce rôle-là à la maman. Entre guillemets, de méchant, mais bon, pas méchant vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, même plusieurs fois, j'ai amené des notes vraiment pas reluisantes, une moyenne. Il m'assoit à côté, il me dit non. Moi, j'ai peur, je dis, mais qu'est-ce que le papa va dire? Comment il va réagir? Et il dit non, ça va aller. Faut surtout, seulement, il ne faut pas abandonner. Tant que tu peux, tant que tu as l'énergie, tant que tu as l'envie surtout, tu continues seulement, mais ça va aller. Voilà. En gros, comment il était à la maison. Voilà, tranquille. Depuis ma tendre jeunesse, c'est lui qui est, disons, mon leader, la personne que je suis, qui est mon professeur, qui m'a tout enseigné, qui m'a tout appris. D'abord, les conseils au niveau de l'école. Grâce à lui, j'ai pu évoluer. Ensuite, j'ai fait un petit chemin avec lui. Comme vous le savez, en politique, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et dans la vie courante aussi. Donc, je peux dire que Fidèle Kientega, alors d'abord, du point de vue familial, c'est un oncle paternel, mais aussi c'est mon guide. Un jour, il a attiré mon attention en disant, écoute Pascal, attention, l'arrogance, ce n'est pas bien. L'arrogance te donne l'idée, l'illusion d'être par exemple fort, d'être intelligent en si peu de temps. Mais il faut être couronné, accepter d'être quoi? Humble. Parce que c'est l'humilité qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Et quand je le suis, je l'observe, il est plein d'humilité. Alors, témoignage de votre fils et de votre neveu. Oui. Le garçon, c'est le premier garçon. D'accord. J'ai une fille avant lui qui est à l'extérieur, elle est mariée, mère de famille. Et ce garçon, le premier, il a fait du droit jusqu'à la maîtrise et il travaille, il est à Bobo-Dioulasso. Mon neveu, lui, il est responsable, il est au niveau de la Sonapost. Et ce qu'ils disent de moi, j'espère bien que, en bien, ça correspond à quelque chose. En général, dans ce genre de témoignage, bon, on enjolive, on ne dit jamais les travers de la personne. Mais c'est vrai que ce que mon fils a dit, je vais quand même disconvenir un peu. J'ai été rigoureux avec eux. Oui, très rigoureux avec eux. Leur dire non, telle chose, on ne fait pas. Ne regardez pas les autres. Parce que beaucoup d'enfants de ma génération, des fils de mes collègues, allaient étudier facilement en France. Dans ce qu'il disait, ce que moi j'ai cru comprendre, oui. Il y avait une liberté dans le débat. Exactement. On n'imposait pas un point de vue. Exactement. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il voulait parler. Exactement. Là, voilà. oui. Si. Là, oui. Et il a dit que, à l'heure, quand ils étaient petits, ils ne comprenaient pas certaines choses, ce qui est vrai. Parce que, quelque part, on en veut un peu à son père,
de trouver qu'il est de telle catégorie de fonctionnaires avec d'autres et de ne pas pouvoir jouir des avantages dont jouissent les fils de ses collègues. Qu'est-ce qu'il est comme père? Pourquoi n'a-t-il pas telle et telle chose à mettre à notre disposition? De prendre l'avion, de venir faire le week-end à Ouagadougou et de repartir. Vous savez, regardez un peu des gens des Américains. C'est un pays où les tueurs à gages sont pion sur rue pratiquement. Mais c'est un pays où, en même temps que vous avez vocation à exercer une fonction politique, visible, publique, on scrute jusqu'à votre enfance pour voir si vous n'avez pas sniffé la drogue, si vous n'avez pas frappé vos collègues, etc. Ça veut dire que l'exemple doit venir de là-haut. C'est pour ça que, de deux, ce sont des gens dont on doit apprendre aussi des choses. Leurs fils, ils leur montrent à travailler. Ils vont travailler quelque part où ils sont payés, en sachant bien qu'ils vont venir gérer le patrimoine que va laisser le père. Et nous voulons que nos fils jouissent de beaucoup de choses, souvent d'ailleurs amassées de façon indue. Et qu'est-ce que nous voulons qu'ils soient demain? Sinon ce que nous voyons aujourd'hui, qui est la résultante de notre comportement en tant que père. Ok. Parlons maintenant de votre enfance. Vous êtes né à Batono. Oui. Alors, parlez-nous de ce village. Alors, c'est un petit village perdu dans le Passoré, dans la commune de Samba, où il n'y avait pas d'école, où à ma naissance il y avait encore des lions. J'en ai vu tuer là-bas dans les années 1959 à 1960. J'ai vu des lions que des gens ont tués, où des gens ont même à un moment donné empoisonné, badigeonné les chèvres et les boutons de poison, les jetaient en brousse pour diminuer les lions sur la pression parce qu'ils prenaient leurs animaux. C'est vraiment la brousse, et même aujourd'hui, quand vous y allez, vous avez encore les vestiges de cette brousse-là. La première école du village, c'est moi qui l'ai fait construire avec des amis allemands, où j'ai séjourné quand j'étais étudiant. Et il n'y a pas de marché jusqu'à présent. Bon, maintenant, chacun a fait un petit coin où les gens se retrouvent. Voilà ce qui a été. Et ce qui a rythmé mon enfance, c'était vraiment la brousse, les jeux d'enfants, d'être berger derrière les chèvres et les moutons, pieds nus avec les autres. Et le jour où nous allions au marché, on tenait nos chaussures à la main, on s'approche du marché, on se lave et puis on les porte. Et quand on quitte le marché, on les enlève encore pour ne pas les user en marchant avec. Et on était nus, tout nus, jusqu'à pratiquement avoir les premières pulsions de cacher son sexe, et on a commencé à porter des caleçons. Aujourd'hui, vous êtes retourné vous installer au village. Est-ce qu'à dire que ça vous manque tellement que vous voulez reconnecter avec cette enfance? Certainement. Le village me manque, m'a marqué. Et même quand j'étais à l'école primaire, c'était un arrachement pour moi. Mes pulsions, les chansons, les choses que nous avons vécues, je m'identifiais à la nature, aux arbres, aux collines que nous grimpions et aux contes qui ont marqué notre enfance. Le village m'a manqué. Et je suis retourné aujourd'hui à l'interrogation de beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ayant eu cette vie, vous veniez revivre au village avec nous. Et de plus en plus, heureusement d'ailleurs, je suis compris, et certains comprennent que la ville a aussi ses avatars, notamment le calme, l'air pur, et surtout avec les évolutions de la technologie aujourd'hui, vous pouvez avoir du solaire, vous pouvez avoir de l'air conditionné, vous pouvez suivre l'actualité, vous pouvez être connecté avec le monde. Pourquoi ne pas bénéficier des avantages qu'offre le village par rapport à la ville? Vous savez, ma maison au niveau de la cité Antrois, il y a un grand goudron qui passe juste derrière, il y a un autre goudron là. Mais le matin, quand vous vous levez, vous regardez les véhicules dans le garage, vous avez l'impression qu'ils ont passé 10 jours sous la poussière.
Imaginez maintenant les autres quartiers périphériques. Et au village, ce n'est pas ça. C'est déjà ça. Et chaque fois que je séjourne ici, je sens ça dans la gorge. La possibilité qu'on respire toute cette Voilà. poussière. Ouais. Donc le village a ses avantages de regarder le soleil se coucher, de regarder le firmament en se posant toutes les questions. Quand cet astre du jour, au moment d'éteindre son brasier derrière les arbres, semble vous dire quelque chose. C'est ça que la féerie du village que je vis chaque fois. Eh bien, nous sommes maintenant à la rubrique Corbeille. Vous allez tirer une de ces cartes et exécuter le gage qui se cache derrière. Bon, ben, je prends la première. Qu'est-ce que c'est, récitation? Récitation. Nous réciter, faire une récitation. Oui. Je vous parlerai de la première récitation que j'ai apprise à l'école primaire. D'accord. Qui est de Paul Verlaine, Soleil couchant. La première récitation apprise à l'école primaire, donc sans doute au CP1 ou CE1? Ça doit être certainement entre le CP2 et le CE1, mais pas au CP1. D'accord. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie verse de doux chants mon cœur qui se prend, etc. Ça, vous imaginez l'enfance dans ce village-là, à Touessin, où j'étais à l'école primaire, et on vous parle de mélancolie, de soleil couchant, d'aube affaiblie. Il y avait ce hiatus énorme entre ce que nous apprenions et la réalité. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, de remettre au goût du jour l'enseignement dans nos langues est quelque chose qu'il faut valoriser et qui n'avait pas été comprise sous la Révolution quand nous l'avons tenté. Les gens se disaient, mais pourquoi aller à l'école pour y apprendre Moré ou Dioula ou Bissa ou Gourossi? Non, on est venu pour apprendre le français parce que on pensait, on avait encore ce mythe-là de la colonisation et de ce qui nous a laissé comme meilleur par rapport à ce que nous sommes de façon intrinsèque. La rubrique, oui. Je parlerai de... Parce que bon, j'ai écrit un peu. J'ai écrit sur ma mère, où j'ai dit, je me revois mère, te suivant pas à pas sur le sentier éternel des champs, ton lourd fagot de bois sur la tête et ta daba calée sur l'épaule. Je me revois aussi vautré dans la cendre fumante de ton âtre, accroché à tes lèvres, m'évadant au fil de ces histoires passionnantes dont tu ne taris point. Tu étais mon modèle, je te voyais si grande, si belle, si rassurante. Je te voyais ainsi parce que j'avais des yeux d'enfant et parce que tu étais ma mère. Aujourd'hui, ces choses sont si loin, enfouies dans les pages grises de ma mémoire chargée de mélancolie, et je te revois si petite, si fragile, parce qu'avec les yeux d'homme, et parce qu'encore tu es ma mère. C'est un poème que je donne. Bravo, mais est-ce que c'est vulgarisé, ce poème-là? Non, je ne les ai pas encore publiés. Beaucoup de gens qui m'ont lu m'ont dit, mais pourquoi vous ne le publiez non, ça doit pas? être vulgarisé. Moi, je pense que c'est un très beau poème. Il y a des poèmes que nous avons appris à l'école. Pour un tel poème qui est d'un Burkinabé, il faut que ce soit vulgarisé. Certains de mes poèmes ont été enseignés à l'école par des enseignants à qui j'ai communiqué, mais je ne les ai pas encore publiés. J'ai participé d'ailleurs à des concours de poésie Saint-Junien en France, qui organisaient chaque année des concours de poésie, et j'ai été primé. Mais bon, j'attends de les relire pour voir. J'espère que la grande faucheuse m'en laissera le temps. C'est vrai que la version Mouré va donner aussi quelque chose, ce poème-là. Voilà. La version Mouré oui. pourrait... Alors, j'ai écrit la version Mouré. Je vais invitez-moi une prochaine fois. Ok, pas de souci. À présent, la rubrique sur vos citations ou proverbes préférés. Je reviendrai tout de suite encore à Thomas Sankara, qui un jour... où j'étais allé lui dire mes inquiétudes par rapport à ce qui se dit dans la ville. On a commencé à avoir des tracts. Il me dit que
est-ce que tu penses que moi je dois pouvoir écrire un tract contre quelqu'un? D'être celui qui ouvre la boîte à Pandore. En général, c'est contre le pouvoir qu'on écrit des tracts, mais je vous interdirai d'écrire des tracts contre quelqu'un. Et il me dit que dans tous les cas, il ne pense pas qu'un jour on le montrerait du doigt ployé sur sa canne en disant voilà l'ancien président Thomas Sankara qui passe avec tout ce qu'il a bousculé ici et ailleurs. Et que la vie, ce n'est pas une question de longévité, mais une question d'intensité et de fidélité à ses idéaux. Et il a fini par me dire que si tu échoues, au moins échoue en longeant de grandes choses. Comme ça, ta place ne sera pas parmi ces âmes froides et timides qui n'auront connu ni la victoire ni la défaite. Ça a été, cette citation, je l'ai donnée, ça a été publié par Jeune Afrique, la première parution après son assassinat en 87. Ça venait de moi. Okay. Et c'était pratiquement le jour de sa mort, quand je suis allé le voir avant d'aller parce que j'étais allé en un petit voyage, qu'il m'a dit ça. Et quand j'étais dans l'escalier pour descendre, il m'a fait rappeler par un de ses gardes du corps, du nom de Nabalou, que je n'ai plus jamais revu d'ailleurs. Je suis reparti, il me demande est-ce que je retiens ce qu'il m'a dit. Je dis oui. Il dit qu'est-ce qu'il m'a dit? Je dis vous avez dit que si vous échouez, vous préférez échouer en osant de grandes choses. Comme ça, votre place ne sera pas parmi ces âmes froides et timides qui n'auront connu ni la victoire ni la défaite. Après coup, je me suis dit qu'il s'est assuré que je retiendrai pour pouvoir le dire. Et ça a été l'une des premières citations que j'ai données à Jeune Afrique. J'ai retenu de lui, avec un homme d'affaires fortuné au Burkina qui avait dit du mal de lui à l'extérieur, en France. Et des gens sont venus lui dire. Il m'a dit de l'appeler et de lui dire que il a appris que le secret des grandes fortunes, sans cause apparente, c'est toujours un crime oublié, parce que proprement fait. Donc, il sait ce qu'ils font, en corrompant tout pour être ce qu'ils sont, mais il les tolère, mais de ne plus aller dire ce qu'il a dit de lui. Parce qu'il est allé dire en France que de laisser Thomas Sankara faire son numéro, lui aussi, ils vont finir par l'avoir comme les autres, par le corrompre comme les autres. Et quand il a appris, il l'a fait appeler, et je lui ai dit ça. La première citation que je vous ai donnée, il avait donné d'ailleurs de qui il retenait ça. C'est de Theodore Roosevelt. Si tu échoues, échoue en osant de grandes choses. Je crois qu'on peut retrouver les traces. Voilà. C'est quelqu'un dont nous aimions dire, répéter ce qu'il disait, aimer lutter, savoir vaincre. C'est quelqu'un dont nous avons aimé ce qu'il disait, vivre avec les masses et vaincre avec les masses, qu'il préférait de l'eau souillée avec la population que de l'eau distillée pour la minorité. Et c'est pour cela vraiment qu'il a vécu. Il a vécu ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il a vécu jusqu'à sa mort. De sorte que sa mort tragique en 87, dans les conditions qu'on connaît, moi j'ai toujours dit que ce n'était pas un homme à pleurer. C'est un homme dont il faut remettre au goût du jour ce qu'il a voulu incarner, ce qu'il a voulu laisser comme idéal et qu'il a choisi de se donner. Et par conséquent, c'est pas ce genre, quand vous le pleurez, vous ne lui rendez pas hommage. Voilà ce que j'ai toujours pensé. Et fort heureusement, aujourd'hui, 38 ans après, malgré tout ce qui a été déployé pour faire de l'ombrage par rapport à son passé, faire appel à des spécialistes de la désinformation pour déconstruire l'image de Thomas Sankara, il renaît
de partout au monde. J'étais récemment au Venezuela et je portais son t-shirt avec l'image de Thomas Sankara, avec une veste que je n'ai pas fermée. Tout le monde a voulu venir faire des photos avec moi, me demander est-ce qu'on peut avoir le contact de eBay, etc. Je leur dis, je n'ai pas le contact de eBay. Ils ne croyaient pas. Les Afro-Américains de toutes les îles, vous imaginez, Colombie, Venezuela, les îles Salomon, etc., etc. Et je leur ai dit que j'étais avec Thomas Sankara à Cuba, que j'étais avec lui au... Le Nicaragua. Oui, le Nicaragua. Daniel Ortega, qui subissait les attaques des contrats américains, là. Et je leur ai dit que je serais venu certainement au Venezuela avec lui s'il n'était pas mort dans les conditions qu'on connaît. C'est terrible ce qu'il a laissé comme image. Okay. À présent, nous sommes à la rubrique Souvenirs, souvenirs. Nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. Là, c'est moi, à côté de Thomas Sankara. Je ne me rappelle plus la personnalité que nous attendions devant la présidence pour le ramener dans son bureau. Avec une bonne tignasse. Oui. J'avais beaucoup de cheveux quand j'étais jeune. On était très jeunes en ce moment. Là, c'était mon mariage. Et à droite de l'image, vous avez Lengani, à gauche, Thomas Sankara. Et là, c'est mon épouse et moi, avec les 3 garçons. Il y en a eu un autre, en plus de la première fille et d'une fille, pour compléter et faire les 6. Voilà, c'est mon épouse, celui qui témoignait à côté de sa mère, et un des garçons. Ils sont tous plus grands que moi. Et une de mes filles, la dernière fille, la deuxième. Nous tirons inexorablement vers la fin de l'émission. Merci. Avant la dernière partie justement de l'émission, au regard de tout ce que vous avez vécu sur le plan politique, administratif, au niveau social, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner à la jeune génération pour mieux se construire, afin de mieux servir le pays? Je dirais ce que mon père aimait dire à des gens, parce qu'il était cultivateur, qui n'a jamais connu autre chose que la daba et les champs. Quand il voyait un jeune assidu au travail, même s'il ne le connaissait pas, il s'arrêtait et lui disait « Tu ne vas pas te souffrir dans ta vie ». Les jeunes aujourd'hui ont raison de croire à tout ce que la vie nous offre comme artifice et de vouloir en profiter. C'est normal. Quand on n'a pas de rêve, on n'a pas le droit de vivre. Tout ce qui a été fait de grand a été d'abord l'objet d'un rêve et d'une passion, et d'être passionné par ce qu'il faut. Mais d'éviter les choses qui conduisent à la perdition. Et qu'est-ce que c'est la perdition? C'est tomber là où, en voulant déconstruire l'image de Thomas Sankara, le régime de Blaise Compaoré a voulu nous mettre. C'est-à-dire la courte échelle, le deal. Est-ce que vous savez que des gens que j'ai logés chez moi à Yako, gratuitement pour faire l'école, à l'approche des examens, m'ont appelé pour demander les sujets parce qu'ils disent que les enfants des autres ont des sujets et eux, ils sont les fils de quelqu'un fidèles et ils ne peuvent pas avoir les sujets. Vous imaginez? Et ce n'est pas leur faute. C'est l'image qu'on leur a mise dans la tête qu'on ne peut pas réussir si on n'est pas appuyé par quelqu'un. Et donc, aux jeunes, c'est ce langage-là, que si vous n'avez pas, je prends l'image de défricher, de subir les épines et les brûlures du feu, de prendre ce que vous avez de précieux et de semer, et ensuite de labourer, vous ne pouvez pas escompter, récolter. Et rien ne se fait par hasard, rien n'est donné. Il y a de la chance dans la vie, c'est vrai, mais la chance se prépare, la chance se forge. Le destin, ça se forge. À la jeunesse burkinabé,
je dirais, qui nous ont, comment dirais-je, révalorisé. Je baisse mon chapeau à cette jeunesse-là, qui n'a pas connu Thomas Sankara, qui n'était même pas né quand il était là, et qui le représente mieux que nous aujourd'hui. Mais de savoir qu'il ne faut pas seulement idéaliser Thomas Sankara, il faut que chacun soit un Thomas Sankara. C'est vrai que ce n'est pas, quelqu'un l'a dit, le meilleur exemple, parce que ce n'est pas un exemple facile à suivre, mais on peut tendre vers l'idéal. Chacun doit tendre vers l'idéal. Et de se dire que s'il y a un, je dois tendre vers le 1. S'il y a 2, je dois être parmi les 2. Et s'il y a 10, je dois être parmi les 10. Cette jeunesse ne peut pas se tromper. Je suivais récemment un de mes aînés, Traoré Mélégué Maurice, j'ai suivi au vol, où il disait, en parlant de la jeunesse de Bobo, qu'on ne se développe pas en buvant du thé. Je n'ai pas suivi l'entièreté de son émission, mais j'ai suivi ça et j'ai aimé ce qu'il a dit. Quelqu'un disait tout de suite de Tchatega Fidèle qu'il est un intellectuel, qu'il n'y en a pas beaucoup au Burkina. J'ai sursauté. On a beaucoup d'intellectuels. Mais j'étais un peu d'accord avec lui quand il a dit qu'il y a des gens formés, techniquement bien formés. Mais l'intellectuel, c'est au-delà de la formation technique, c'est mettre son intellect au service d'une cause. Je crois que c'est ça le plus important. Il peut y avoir des gens qui ont des doctorats ou des professeurs d'université et qui ne se conduisent pas en intellectuels. Je demanderais aux gens burkinabés d'être de vrais intellectuels. On peut ne pas être techniquement bien formé. On peut être un paysan et être un intellectuel. Et être intelligent. La formation donne le savoir. L'intelligence, ça se cultive. On est avec et ça se cultive. Et tout le monde est intelligent. D'accord. Merci pour ces conseils. J'espère que cette jeunesse qui nous suit en prendra de la graine. Nous repartons pour une dernière fois à la régie pour suivre une dernière vidéo. Je veux que tu écrives tes mémoires et aussi tu publies le recueil de proverbes amoureux que tu as des quantités. Et je t'ai toujours dit donc d'écrire parce que cette expérience-là, auprès par exemple du président Thomas Sankara, doit servir et doit édifier les générations à venir et les générations futures et ceux qui n'ont pas connu le président Thomas Sankara, mais qui sont donc pour le sankarisme et qui donc veulent en tout cas avoir une vie comme le président Sankara l'avait dit et qui veulent également faire en sorte que notre pays soit intègre totalement. La vie est très difficile, comme tu le sais toi-même, et comme on en a souvent parlé, mais au-delà des difficultés, la vie a toujours des surprises. Tant qu'on est sur terre, tant que nous vivons, tant que nous avons un souffle de vie, sachons profiter de la vie, parce que rien ne vaut la vie. Papa, aujourd'hui je vais te dire que je t'admire beaucoup. J'ai toujours admiré dès l'enfance pour ce que tu représentes, pour les valeurs que tu représentes, pour la conviction que tu as par rapport à ce que tu veux défendre. Tu as toujours défendu le Burkinabé, fier de ton pays, fier de ta culture moi aussi, et forgeron. Et tu nous as inculqué ça. Tu nous as amenés au village et puis nous on ne voulait pas parce que c'est le village, c'est la bouse. Mais tu as toujours voulu qu'on y aille. Et puis on est allé, on a vu la réalité aussi hors de la ville, comment ça se passe, comment les gens vivent. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que tu restes comme tu es. Nous t'aimons beaucoup. Voilà, et puis, à la prochaine virée au village, j'arrive. Vous m'avez formé, mais pas la voix orale.
je pense que je peux oublier. Alors, nous avons beaucoup de projets ensemble. Ce que je voudrais que vous ratifiez, c'est l'écriture, le livre que vous devrez écrire. Vous m'avez promis d'écrire sur votre vie en politique et aussi avec les hommes. Donc, c'est ce livre que j'attends. Voilà, je vous demande de l'achever. Et ce que je peux vous dire, et je souhaite pour vous, c'est vraiment une santé de fer. Et je demande de toujours nous conseiller comme ce que vous avez l'habitude de faire et sanctionner s'il le faut. Merci beaucoup, papa. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces différents conseils qui vous sont donnés? D'abord le livre, parce que je me rappelle ici à BF1, on avait eu un direct et des gens posaient des questions de partout. Et c'est ce jour d'ailleurs que j'ai su qu'on nous suivait au-delà de notre pays. Des gens ont appelé pour dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour écrire? Et vous ne devez pas un jour partir avec tout ce que vous savez. Et beaucoup de gens m'ont reproché, c'est le défaut des Africains, ils ne s'adonnent pas à l'écriture. Et effectivement, je me suis engagé, j'ai commencé, j'ai des centaines de pages, et moi je suis de ceux qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont écrit. Je réécris, je relis, je trouve ça banal, je recommence. Ensuite, il faut réordonner. Et d'autres idées que je trouve plus représentatives de ce que je veux donner n'ont pas été prises en compte et je l'ai écrit. Bref, des gens m'ont offert, pas des moindres au niveau du Burkina et même d'ailleurs, de leur donner tout en vrac et qu'ils vont m'aider à réorganiser. Je crois que je m'étais toujours engagé, je dis, telième anniversaire du déclenchement de la Révolution ou telième anniversaire de la commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, je vais présenter le livre. Et c'est encore un projet. Et donc, je suis d'accord avec eux. Pour les conseils, je suis disponible. Je ne demande même pas à être rémunéré, souvent. Je dis, quand des jeunes sont quelque part rassemblés et veulent connaître qui a été Thomas Sankara, j'en parlerai jusqu'à ce que je tombe d'inamitié pour que l'on vienne me réanimer. Parce que, quelque part, c'est Dieu qui a voulu aussi que des gens restent pour pouvoir en parler. Vous avez le cas de Alouna Traoré, qui avait été un collaborateur et qui a survécu, et qui est là et qui rend hommage. Thomas Sankara m'avait demandé de bénéficier du concours de certaines personnes qui étaient au niveau du département des affaires politiques pour qu'ils travaillent sur un projet. Et c'est à ce titre que beaucoup étaient avec lui au niveau du Conseil de l'Entente le jour. Et moi, je devrais être censé être au bureau. Et voilà la mort tragique. On m'a déjà demandé qu'est-ce qu'il a pu ressentir au moment où il a vu ceux qui sont venus l'abattre en face. J'ai dit que c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un. On peut parler de la mort, mais à l'instant T, quand vous avez en face le canon braqué et vous avez vu les autres zigouiller, si je peux emprunter cette expression, tomber et vomir leur sang, et que vous savez c'est votre tour, c'est difficile de le dire. Mais je sais qu'il a dû serrer les poings comme d'habitude et se dire, voilà, c'est que j'ai toujours prévu. Vous savez, je suis allé un jour, c'est parmi les anecdotes, au Nigeria, à une conférence à Abuja. Et puis, à la fin de la conférence, quand nous sommes sortis pour aller manger, je me suis allié avec les autres, j'ai oublié d'enlever mon badge Burkina Faso.
Et les filles qui sont derrière, qui servent, il y a une qui, dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à me maudire en anglais et à cracher sur moi. Elle me dit, go down, you killed him. Et elle m'explique que dans cet hôtel, il est venu, il a dit, Sylvain, et vous l'avez tué. Et puis, du coup, j'ai voulu réagir, quoi. Et après, je me suis dit, non, c'est pas la peine. J'ai pris un mouchoir, j'ai essuyé. Et je lui dis, je ne parle pas bien anglais, mais du peu que j'ai, je vais vous dire, ne vous en prenez pas au Burkinabé parce que ce n'est pas eux tous qui ont tué Thomas Sankara. Vous dites qu'il était à cet hôtel, j'étais à côté de lui. Si vous avez les photos, allez les voir. Donc, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas bien. Elle a dit forgive me, elle a voulu me revoir, venir me demander, et puis nous avons parlé. Un jour, à l'Union européenne, je suis allé. Après la séance de travail, j'avais très faim parce que ça a duré toute la journée. Je suis allé dans le premier restaurant que j'ai trouvé. Et la dame qui m'a accueilli me dit, ah, laissez-moi vous dire, vous êtes sénégalais. Et puis j'ai dit non. Elle dit, ah, donc c'est malien. Elle dit, en général, elle ne se trompe pas. Je dis, non, je suis burkinabé. Elle me dit, si ce n'est pas parce que vous venez payer, vous ne mangez pas ici. Ah, je dis, madame, pourquoi? Elle dit, à cause de Thomas Sankara. Vous savez, ce type que vous avez tué, vous savez qui il était? Ce n'est pas pour vous seul. Quand vous l'écoutez, son discours à l'ONU, il a parlé pour l'humanité. Et que quand il a cité le poète allemand Novalis, et je lui ai repris un passage qu'un jour les astres reviendront visiter la Terre. Je dis, madame, je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur, je lui ai montré des photos avec Thomas Sankara, dont certaines ici. Et elle me dit, je vous donne le meilleur vin de mon restaurant. Revenez manger ici chaque fois que vous venez à Bruxelles. Et j'ai vu ce genre de témoignage un peu partout. Ça veut dire que on doit être fier de lui. Et ces jeunes qui reprennent son combat avec tout ce qu'il y a comme difficulté, le fond, je leur tire mon chapeau. Je leur dis courage. Et je leur dis tout le monde, tous ceux qui ont été avec Thomas Sankara, se voir vivre avec la remise au bout du jour de ces idéaux qu'il a incarnés et pour lesquels il a donné sa vie. Eh bien, merci pour ces pages que nous avons pu éplucher avec vous. Nous avons appris plus d'une leçon de vie. J'espère que ces leçons serviront à notre jeunesse. Ceci étant, nous vous disons merci une fois de plus. Et nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs de la télévision BF1, plus précisément de l'émission Leçons de vie, pour d'autres futurs numéros de votre émission Leçons de vie. Merci. Nous devons nous dire la vérité. Elle peut ne pas être facile à digérer, mais la vérité est toujours bien. A posteriori, ça vous fait du bien quand vous l'acceptez. Et quand vous la refusez, vous vous faites du mal à vous-même, et pas à celui qui vous l'a dit.